Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof pour votre cours éthique et professionnalisme. Comment ça va, les amis? Comment ça va cette semaine? Bienvenue à votre petit rendez-vous hebdomadaire où on prend un café. En fait, moi, je prends un café, j'ai mon café ici. Puis je vous raconte un peu les petites tâches que vous avez à faire cette semaine. Je vous présente un peu le module cette semaine. J'essaie de résumer l'essentiel, je dirais, de ce que j'ai vu en classe. Merci à vous de rester engagé dans ce cours. La session achève. Il reste 4 cours pour vous avec le cours éthique et professionnalisme. Puis ça se passe très bien. En fait, je regardais les statistiques. Je m'amuse toujours avec ça. J'ai 130 étudiants inscrits. Je dirais là, qu'avec les trophées puis tout ça, puis les présences, ça me permet de voir là, qu'il y a à peu près, je dirais, 50 étudiants là, très engagés, crinqués, tiens, j'ai envie de dire. Puis, c'est suffisant pour que votre engagement là, se dissémine comme ça, là, puis soit ressenti, je dirais, par vos collègues, peut-être un peu moins engagés, ça se peut, ça arrive. Donc, merci de donner de la vie, d'injecter de votre vie et de votre motivation dans ce cours. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, c'est le fun de donner un cours commodal en classe. Là, on peut ressentir l'énergie, mais même à distance, je dirais là, que je vous vois, je vous entends, puis je sais que vous êtes là. OK, aujourd'hui, nous allons aborder un des problèmes éthiques les plus fréquents, je dirais, pas juste dans la profession, mais je dirais dans le monde du travail en général. D'ailleurs, les problèmes que vous m'avez soumis dans vos TP1, vous souhaitiez qu'ils soient concrets, appliqués, puis drôle d'hasard, il y en a plusieurs qui sont pris avec des problèmes où on voit planer, on entend la rumeur de peut-être des conflits d'intérêts. Pour vous remettre en contexte à quoi ça peut ressembler, ce genre de thème-là, c'est par exemple un employeur qui donne des cadeaux, où vous êtes témoin autour de vous de petits cadeaux qui sont remis, acceptés. Pour vous, ça pourrait ressembler, disons, à l'exemple le plus classique que je vois autour de moi, là, c'est des billets de hockey, par exemple. On vous donne 2 billets de hockey, puis des fois, on vous invite dans la loge, puis c'est le fun, on entretient des belles relations. Mais est-ce qu'il s'agit pour autant de conflits d'intérêts? C'est le genre de questions et de thèmes que je souhaite aborder avec vous dans ce module 9. En fait, de façon plus abstraite, la question se poserait de la façon suivante. Choisir entre, d'une part, votre intérêt personnel, donc celui de vos proches, de vos parents, amis, alliés, votre gang, votre clan, votre groupe d'alliés. Donc ça, c'est la première partie. Donc choisir entre ça ou, deuxième option, les intérêts qui sont habituellement liés à l'exercice de votre profession. Là, on parle de quoi? On parle de protection du public, paix sociale, santé publique, sécurité publique. Donc, le choix entre l'un et l'autre, hein, votre intérêt personnel ou les intérêts associés à votre profession. Donc, que choisiriez-vous, disons, si on vous soumettait ce dilemme? Si vous acceptez ce dilemme, ben vous acceptez de répondre à la question du conflit d'intérêts, à ces petits cadeaux, parce que tout le monde le sait, là, vous allez refuser les cadeaux, hein? Ou non. En fait, nous le verrons. Est-ce que c'est problématique ou non? Et pourquoi? Voilà, c'est ce que je souhaite aborder avec vous dans ce module. Le conflit d'intérêts, il est partout. Il oppose, nous le disions, intérêt personnel et intérêt professionnel. Et la question, c'est, seriez-vous prêt à sacrifier vos intérêts personnels au profit des intérêts autres? Hein, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de dilemme? Avez-vous réussi à mettre de l'avant vos intérêts, des intérêts autres, des intérêts qui sont liés à votre rôle, ou au contraire, vous avez tendance à choisir vos intérêts personnels? En fait, le contexte de la gestion de la COVID, tiens, pour prendre un exemple qui est presque du passé, mais quand même, on va quand même y réfléchir encore parce que c'est récent. Vous avez pris
de nombreuses décisions qui sont liées à ça. Puis des fois, ça peut être éclairant pour voir quelles sont vos habitudes en matière de conflit d'intérêts. Votre intérêt personnel, à chaque jour, là, je dirais que vous aviez à faire ce choix. Votre intérêt personnel, donc vos activités, vos amis, vos proches, ou, d'autre part, l'intérêt public, la santé publique. Quotidiennement, nous avions à faire ce genre de choix et vous avez fait des choix. Donc, quelle décision aviez-vous tendance à prendre dans un tel contexte? Est-ce que vous choisissez souvent, un peu, presque toujours ou rarement votre intérêt personnel pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons? Ou au contraire, est-ce que vous étiez capable de choisir aisément, fréquemment, nécessairement et tout le temps l'intérêt public avec là, ce petit sentiment d'injustice lorsqu'on en voit d'autres choisir leur propre intérêt personnel? Donc, vous le voyez concrètement, quotidiennement, lorsqu'on a à faire ce genre de choix, c'est difficile. Plusieurs auront tendance à prendre des décisions qui, ultimement, vont servir leur propre intérêt personnel. Puis j'ajouterais, c'est normal. Hein? Parfois extrêmement difficile à justifier rationnellement, mais pardonnable au sens où ça fait partie de nos sensibilités humaines, nos failles humaines, et en ce sens-là, c'est peut-être pardonnable pour cette raison-là. Mais on a vu plusieurs exemples. Est-ce que c'est un hasard si vous êtes à ce point décidé à défendre la pertinence d'ouvrir des gyms? En contexte de pandémie mondiale, si vous êtes un propriétaire de gym, puis que la survie de votre gym, sinon votre propre survie financière, dépend de l'ouverture de ce gym. Donc, on comprend que choisir son intérêt personnel ici, c'est plus compliqué pour cette personne que pour bien d'autres personnes. On a vu d'autres exemples. Est-ce que c'est normal d'être à ce point-là pour l'assouplissement du confinement, et cela pour la santé des jeunes, la santé mentale des jeunes? Puis curieusement, est-ce que c'est un hasard si ce genre de discours-là est plus intensément défendu par une personne qui justement est très jeune, puis justement, elle est tout près de fêter son bal de finissant? Donc, ça fait partie de ce que nous sommes. Nous sommes humains. Et le réflexe premier, je dirais, c'est de défendre nos propres intérêts personnels. Et que ces intérêts personnels-là, malgré nous, finissent par avoir une influence sur notre prise de décision. Ces notions, vous l'avez vu, il y en a plusieurs qui laissent planer la rumeur que peut-être que vous auriez à faire face à des conflits d'intérêts dans vos TP2. Puis ça va revenir. Je mentionnais cet exemple-là en classe aujourd'hui. Un étudiant qui me posait la question, j'ai analysé mon problème, puis à la fin, est-ce que c'est normal si, à la fin de ma décision, on a passé à travers la grille de Legault, là, puis est-ce que c'est normal si la décision, c'est moi qui la prends, puis en même temps, la décision, elle sert pas mal bien mes intérêts à moi? Poser cette question-là, c'est bien voir qu'on détecte qu'il y a peut-être un problème. Si la décision, c'est moi qui la prends, puis si cette décision-là, ça donne bien, elle fait plutôt bien mon affaire, est-ce que le décideur n'est pas un peu en conflit d'intérêts? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'aura pas tendance à choisir justement la décision qui sert ses propres intérêts personnels? Legault, dans sa grille, il parlait plutôt le critère d'impartialité, dont fait mention Legault dans l'ouvrage. C'est un peu ça ici. Là, hein? Dans quelle mesure êtes-vous partie prenante à la décision? Êtes-vous impartial? Le fait d'être partie prenante à cette décision-là, est-ce que ça amoindrit pas un peu la force, la rigueur, la fiabilité de votre jugement? Donc ça, ce sont des questions qui tournent autour du conflit d'intérêts. Parce qu'en matière de conflit d'intérêts, on parle de gestion de risque, mais d'un risque tout particulier, c'est le risque qu'une personne
qui prend une décision importante, le risque, c'est que cette personne puisse être tentée de privilégier son propre intérêt et là, au détriment des intérêts autres, c'est-à-dire des intérêts qui sont propres à son rôle, à ses tâches, au titre qu'on lui a donné. Donc, et parler de tout ça, ben, c'est parler exactement du conflit d'intérêts. Parce que, sachez-le, votre ordre professionnel, lui, vous demande d'éviter le conflit d'intérêts. Tous les conflits d'intérêts. Pensez-vous en être capable? J'en doute. Ça fait partie vous irez voir les solutions de gestion, mais je dirais que votre ordre professionnel vous demande de les éviter tous ces conflits d'intérêts. Et ce faisant, elle exige de vous, votre ordre professionnel exige de vous un geste noble et extrêmement difficile. Des fois, on néglige de reconnaître ça. Éviter les conflits d'intérêts, OK, mais il faut voir c'est quoi qui se cache derrière cette exigence-là. Votre ordre vous demande de sacrifier votre intérêt personnel au profit de l'intérêt public. C'est ça le sacrifice, le grand sacrifice. Sacrifier votre intérêt personnel au profit de l'intérêt public. Le désintéressement, c'est pour ça qu'on utilise ce terme-là. Désintéressement, intérêt. Se départir de ses propres intérêts personnels pour choisir les intérêts du public. Choisir consciemment, une fois qu'on est au courant des enjeux, de se distancier, de garder une certaine réserve à l'endroit de ses propres intérêts personnels et poser les gestes là, qui vous assurent de protéger le public. Et votre ordre vous demande de constamment faire ce choix, choisir les intérêts du public et constamment de mettre de côté, sinon en second, vos intérêts personnels. Difficile tâche, très difficile tâche. Parce que soyons honnêtes, on ne se fera pas de cachette ici, nous avons tous tendance, et votre prof aussi, à privilégier, à protéger son intérêt personnel, votre intérêt personnel. On protège quoi? On protège nos avantages sociaux, nos privilèges, mais aussi, il faut le voir, ceux de nos proches, de nos alliés, de notre clan, notre famille. C'est un bel exemple. Comme dans les cultures populaires, en classe, je mentionnais les Stark dans Game of Thrones, mais il y en a d'autres. Les Sopranos, je ne sais pas si vous avez écouté cette série-là, les Corleone, dans le fameux film Le Parrain, cette famille-là, le clan, défendre le clan à n'importe quel prix, c'est humain. C'est sûrement ce qui nous touche dans ces histoires-là. Contre vents et marées, défendre ses proches, ses amis, ses semblables. Je le disais, c'est humain, c'est normal. Et pourtant, votre ordre professionnel, lui, et votre rôle à titre de professionnel exige le contraire. Mettre de côté votre intérêt personnel et servir d'autres intérêts. Je mentionnais la protection du public, la paix sociale, sécurité publique, santé publique. Un geste noble, difficile, qui défie nos tendances les plus humaines. Un geste surhumain, au sens propre, là. Super héroïque, si on reprend un thème du cours, surhumain, quelque chose, dépasser un peu notre humanité, puis être capable de mettre de côté ses intérêts personnels et choisir l'intérêt public, la protection du public et sacrifier, parce que c'est un sacrifice, son intérêt personnel. Le module 9, vous le verrez, il est exclusivement consacré à ce thème qu'est le conflit d'intérêts. Donc, conflit, je le disais, fréquent dans l'exercice du travail et tellement mal compris. Souvent mal géré, mais surtout tellement mal compris. Toutes les fois que je discute de ça, j'ai donné plusieurs formations là, dans le milieu du travail, puis c'est souvent très, très mal compris.
souvent très bien géré une fois que c'est identifié, mais souvent très mal compris, puis des fois caché, tassé. On a peur de l'admettre, puis à la fin, on gère tout croche. Donc, je dirais que j'ai deux objectifs principaux dans ce module. D'abord, vous aider à reconnaître le conflit d'intérêts. Pour ça, il faut le définir. Il faut se donner une définition commune. Il faut être capable de... Ça vous aidera à l'identifier, à admettre son existence, à admettre que vous êtes en conflit d'intérêts, admettre que vos collègues, des fois, sont en conflit d'intérêts, puis éventuellement le gérer. Parce que c'est ça la plus grande difficulté. Reconnaître le conflit d'intérêts. Et pour le reconnaître, ça nous prend une définition de ce que serait un conflit d'intérêts. Puis, la plupart du temps, là, lorsqu'on parle de conflit d'intérêts, les gens vont parler d'apparence de conflit d'intérêts. Cette expression-là est intéressante parce que souvent, les gens, ils ne savent pas exactement c'est quoi un conflit d'intérêts, mais ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui cloche, là. Donc, apparence de conflit d'intérêts, ça sert souvent pour ça. Et il semble y avoir un problème. Et la suite des choses, c'est d'investiguer. S'il y a les apparences, investiguons pour savoir si effectivement il y a, oui ou non, conflit d'intérêt. Parce que si c'est non, alors on dira, il n'y a pas conflit d'intérêt. Il y avait juste des apparences. Mais si on dit oui, et comment fait-on pour savoir s'il y a un conflit d'intérêt? Ça prend une définition, puis on va dire, voici la définition, voici le contexte, puis on voit bien que le contexte correspond à la définition. Donc oui, il y a conflit d'intérêt. Puis on va le régler, on va le résoudre, le problème. Si vous dites non, c'est réglé, hein, les apparences, là, ça va se gérer avec un peu de communication et de dialogue là, en disant, c'est vrai qu'il y a apparence, là, mais en même temps, il n'y a pas conflit d'intérêt, puis voici pour telle raison. Mais si vous dites oui, il y a conflit d'intérêt, il va vous devrez le gérer, ce conflit-là. Puis, bonne nouvelle pour vous, vous allez voir dans le module en question, il y a plusieurs pistes de solutions pour gérer un conflit d'intérêt. Donc, le gérer, c'est-à-dire agir prudemment afin de réduire le risque qu'une faute soit commise, qu'une faute découle ou résulte d'une situation de risque qu'on appelle le conflit d'intérêt. Mais avant de le gérer, il faut le connaître et le reconnaître, et donc ça prend une définition. Une définition dans le module 9, nous allons voir celle de Davies, donc un juriste qui nous aide à reconnaître un conflit d'intérêt. Lui, il propose 3 ingrédients. En fait, il vous dit, il y a un conflit d'intérêt si vous êtes en train... Donc, le premier ingrédient, c'est le jugement. Donc, vous êtes en train, vous ne faites pas n'importe quelle tâche. Vous êtes en train ou vous vous apprêtez à exercer quelque chose de délicat, le jugement. Hein, on en a parlé dans les modules précédents. On vous a confié une tâche exigeant l'exercice de ce jugement. Donc, une situation délicate, impliquant, rappelez-vous, la prédication. Vous essayez de dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Quel est le bon choix? Est-ce que cette information-là est vraie? Est-ce que c'est juste cette situation-là? Donc, vous êtes en train d'exercer votre jugement et on vous demande de vous prononcer, de juger. Donc, ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est la confiance. Donc, un lien de confiance. Il y a quelqu'un qui vous fait confiance pour exercer ce jugement. Ça peut être votre client, ça peut être votre patron. Dans votre cas, votre client, c'est souvent votre patron. La société en général, dû à votre titre, mais à quelque part, il y a un lien de confiance et cette partie-là vous fait confiance pour exercer un jugement à sa place. Donc, deuxième ingrédient, je le disais, confiance. D'abord jugement, ensuite confiance et finalement intérêt, le troisième ingrédient. C'est-à-dire que vous avez un intérêt personnel. C'est ça le lien, là. Donc, un intérêt personnel qui est en conflit, qui est là et qui fait en sorte que vous risquez d'être tenté de privilégier
cet intérêt personnel au détriment des intérêts autres. Je le disais, là, les intérêts de votre client, de votre patron, de votre ordre, du public. Donc, intérêt personnel. 3. Donc, 3 ingrédients. Jugement, lien de confiance, intérêt. Et si vous avez ces 3 ingrédients, ben, vous êtes en conflit d'intérêt. Il n'y a pas d'apparence de conflit d'intérêt ici, là. S'il y a ces 3 ingrédients-là, il y a conflit d'intérêt et donc, vous devez le gérer. S'il n'y a pas ces 3 ingrédients-là, ben, il n'y a pas conflit d'intérêt. Il n'y avait seulement qu'apparence de conflit d'intérêt. Donc, c'est à ça que ça sert des fois. Une définition un peu plus claire, là, essayer de trancher, essayer de voir un peu plus clair. J'applique cette définition-là là, avec les 3 ingrédients. En classe, vous irez voir les exemples. J'en ai donné plusieurs en classe, justement pour que ça soit simple, voir que face à une situation complexe, avec une bonne définition, on peut déterminer si oui ou non il y a conflit d'intérêt. Donc, allez voir les enregistrements en classe. Là, dans l'enregistrement de cours, vous allez voir plusieurs de ces applications de la définition en question. Donc, 3 ingrédients et vous serez capable, si vous connaissez ces 3 ingrédients-là, de reconnaître un conflit d'intérêt et peut-on s'en contenter? Est-ce qu'on peut se contenter de dire, ben oui, il y a un conflit d'intérêt? Ben non. Il faut aussi le gérer. Donc, juste de voir le conflit d'intérêt, de le reconnaître, c'est pas suffisant. En fait, tiens, anecdote. J'ai une amie qui travaille dans une organisation X, appelons-la comme ça, qui me disait que, bon, c'était elle qui devait régler les conflits d'intérêts. Donc, elle disait, ben, lorsque une personne constate qu'elle est en conflit d'intérêts, ben, elle remplit un formulaire de reconnaissance et de déclaration des conflits d'intérêts. Puis, ça m'est transmis. Donc, ces documents-là me sont transmis. Puis moi, ben, j'ajoutais, OK, c'est intéressant, mais c'est quoi que vous faites d'autre une fois qu'on vous donne ces formulaires de déclaration-là? Puis là, il y avait un petit point d'interrogation. Ben non, c'est comme ça. Là, on les reçoit, puis on les classe. Puis s'il arrive un problème, ben voyons donc. On ne peut pas se contenter de juste dire, il y a une personne qui vous dit, il y a un risque. Puis vous, tout ce que vous faites, c'est que vous consignez les reconnaissances de risques. Ben non, il faut les gérer, ces risques-là. Il faut réduire le risque. Puis il y a toutes sortes de façons de s'y prendre. Donc, reconnaître et identifier le conflit d'intérêts, c'est une chose, mais il faut en faire peut-être davantage. Et ce davantage-là, c'est de gérer le conflit d'intérêts. Dans l'enregistrement de cours, j'explique plus longuement plusieurs pistes de solutions. Certaines sont préventives, c'est-à-dire qu'avant même que vous soyez en conflit d'intérêts, des fois, on voit cela venir, c'est-à-dire que je vois bien que je vais avoir à exercer mon jugement. Et dans telle situation, si tel client ou telle soumission arrive sur mon bureau, je vois bien que je vais être en conflit d'intérêts. Donc, on se permet de mettre en place des pistes de solutions préventives ou des pistes de solutions correctrices, c'est-à-dire que non, j'ai mal géré à l'avance, puis là, je suis pris, je suis en train d'exercer mon jugement, puis je vois bien que mon jugement risque d'être biaisé. Donc, parmi les solutions proposées pour gérer un conflit d'intérêts, dans l'enregistrement de cours, vous allez voir, il y en a plusieurs. Éviter le conflit d'intérêts. Ça, c'est évidemment la plus simple des solutions, là, c'est éviter. On dit qu'il y a un risque associé au conflit d'intérêts, donc la solution, c'est d'éviter ce risque. Donc, si vous en êtes capable, si vous êtes capable d'éviter tous les conflits d'intérêts, bien, tant mieux. Il n'y aura pas de gestion de conflit d'intérêts, il n'y aura même pas de conflit d'intérêts, puis tant mieux. Par contre, moi, l'équivalent que je vois, là, c'est un peu, hein, je disais cet exemple-là. Cet exemple-là, en classe, c'est comme si vous avez des problèmes de maths, puis une façon de gérer vos problèmes de maths, c'est de ne pas faire de maths. Ça peut faire. Il y en a qui ont compris ça dans leur parcours, là, mais idéalement, on devrait apprendre à résoudre des problèmes de maths. Ça peut être utile dans la vie et c'est la même chose en matière de conflit d'intérêts. Donc, éviter les conflits d'intérêts si possible, mais sinon, deuxième piste de solution, divulguer. Hein?
divulguer, en parler, le mentionner, en parler à toutes les parties prenantes, en parler à votre patron, en parler aux répondants en éthique, s'il y en a, à votre client, aux tierces parties. Donc, déclarer votre conflit d'intérêts. C'est fréquent, ça fait partie des procédures qu'on met en place pour gérer prudemment le conflit d'intérêts. Et j'ajouterais, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc, d'abord le dire et ensuite mettre en place d'autres processus de gestion du conflit d'intérêts. La troisième, c'est délester, hein? Laisser tomber quelques-uns de vos intérêts personnels. Hein? Ces intérêts qui peuvent influer sur vos autres intérêts. Refuser les cadeaux, par exemple, ou rembourser des cadeaux reçus. Vendre des actions. Il y en a certains là, qui sont pris avec... Ils font des conseils, puis en même temps sont pris avec des actions. Ils ont acheté des actions en valeur mobilière, puis ces actions-là sont liées à l'exercice de leur jugement. Donc, vendez ces intérêts-là. Mettez fin à vos relations d'alliance délicates. Là, ici, je parle de relations amoureuses, par exemple, en milieu de travail. Donc, tout ça, ça place la personne en situation de conflit d'intérêts parce que ces intérêts personnels-là deviennent trop nombreux ou trop intenses. Donc, essayez de vous départir, si possible, des intérêts personnels qui sont en conflit. Déléguer, c'est la quatrième piste de solution que j'ai mentionnée en classe. Déléguer. Hein, on dit que le jugement doit être... C'est la qualité du jugement qu'on doit préserver. Alors, si vous craignez que votre jugement soit un peu biaisé, pourquoi pas déléguer l'exercice de votre jugement? Hein, c'est-à-dire demander à quelqu'un d'autre d'exercer ce jugement-là à votre place. Hein, une personne qui serait plus neutre parce que vous craignez que votre jugement soit biaisé. Et dans l'enregistrement de cours, je parlais aussi de superviser. Donc, demander à... Vous craignez que votre jugement est un peu biaisé, mais faites-vous surveiller, auditer. Assurez-vous qu'une personne peut-être plus neutre valide l'exercice de votre jugement, puis propose des correctifs au besoin ou témoigne qu'une personne neutre a validé l'exercice de votre jugement. Donc, vous voyez, il y en a des pistes de solutions possibles. Puis, mais la condition, c'est d'abord de reconnaître qu'il y a un conflit d'intérêts. Et dernier mode de gestion du conflit d'intérêts, ben, dans le cours, je disais sanctionner. En fait, c'est pas un mode de gestion du conflit d'intérêts, c'est plutôt une reconnaissance d'échec de gestion du conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs pistes de solutions possibles, puis aucune n'ont été appliquées. Puis à la fin, il faut sanctionner ceux et celles qui utilisent justement leur fonction, leur rôle pour servir. C'est ça, là, qui est mal. C'est que la personne se sert de son rôle, de la confiance qu'on lui donne, de ses fonctions et de ses privilèges pour servir ses propres intérêts personnels et commettent des fautes et manquements qui résultent de ces situations de risque mal gérées. Tous des solutions, peut-être moins sanctionnées là, et peut-être pas vraiment évitées, mais les autres, des solutions là, que vous allez trouver dans le matériel du module 9 et dans l'enregistrement de classe. Ultimement, la question du conflit d'intérêts nous rappelle nos inclinaisons et nos tendances naturelles et humaines. Et cette question nous rappelle nos failles humaines. Hein, elles sont belles, ces failles humaines. Elles sont attendrissantes, c'est vrai, mais elles peuvent être problématiques dans l'exercice de certains rôles. Dans l'exercice de certains rôles, nos failles, c'est que nous avons tendance à privilégier nos propres intérêts personnels. Je le disais, c'est normal. Mais cette tendance est associée à un risque éthique important. Le risque que le professionnel, qui est humain, lui aussi, hein, le risque, c'est que ce professionnel utilise son statut, son rôle pour privilégier ses propres intérêts personnels et encore une fois au détriment des intérêts associés à son rôle. Et nous devons collectivement nous donner les moyens de réduire ce risque.
Je dirais que la pire des gestions du risque, et c'est vrai, pas juste en matière de conflit d'intérêts, en matière de risque en général, la pire des gestions, c'est de nier l'existence du risque. Comment résoudre ou réduire un risque si la personne en face de vous refuse de reconnaître qu'il y a un risque? Alors que si on reconnaît le risque, ben on met en place des pistes de solutions de gestion de ce risque. Et ça arrive exactement avec le conflit d'intérêts. Vous irez voir dans l'enregistrement de cours, j'ai mis 2 extraits, notamment là, de la commission Charbonneau. C'est pas beau en matière, en matière de gestion du conflit d'intérêts. Donc, une personne qui travaille pour la fonction publique, l'ingénieur Robert Marcil, un beau moineau de la ville de Montréal, et le comptable Zampino, deux personnes, deux malcommodes qui reçoivent des cadeaux de plusieurs milliers de dollars, des voyages de golf, des voyages dans le sud, puis en même temps, qui du même souffle, lors de leur témoignage, nous affirment que malgré tout, leur jugement n'est pas biaisé. Alors, je pense que c'est ça qui nous surprend le plus, là, c'est cette personne-là reconnaissent qu'ils ont reçu tant de petits cadeaux et à la fin, ils refusent de reconnaître que leur propre doute, leur propre jugement plutôt, soit biaisé. Donc, on se surprend là, dans l'enregistrement, il y en a des qui se surprend là, qu'on mette en doute son jugement. Mais non, mon jugement, hein, il est très rigoureux, il reste très rigoureux, là, même si un des soumissionnaires était un très généreux donateur, là. Puis c'est maintenant devenu un ami. Puis je suis allé dans le sud avec. Mais en même temps, mon jugement, lui, reste non biaisé. Et je continue de croire que le soumissionnaire en question est le meilleur soumissionnaire. Puis en même temps, c'est peut-être ça. Je pense que c'est ça le pire. Le pire, c'est qu'il a peut-être raison. Le meilleur soumissionnaire, c'est peut-être son ami. Mais si c'est lui qui nous dit que le meilleur soumissionnaire, c'est son ami, la confiance qu'on a en son jugement, il est très faible. C'est peut-être ton ami, mais c'est pas toi qui peux nous dire que c'est ton ami le meilleur pour exercer ce contrat. On va confier l'exercice du jugement à quelqu'un d'autre et tu aurais sûrement dû faire de même. Et vous irez voir dans l'enregistrement, il y a pire, il y a plusieurs études qui démontrent que en fait, que nous reconnaissons certains risques éthiques, mais je pense que les témoignages étaient intéressants pour ça. C'est-à-dire que des fois, on reconnaît des risques éthiques pour les autres, mais lorsque le risque il s'applique à nous, on a tendance à sous-estimer ce risque. Donc, on reconnaît ce risque en matière de conflit d'intérêts. On pourrait dire, ah, c'est vrai qu'en conflit d'intérêts, ça se peut bien que son jugement soit biaisé, mais lorsque nous sommes nous-mêmes en conflit d'intérêts, on refuse d'accepter que notre jugement peut lui aussi risquer d'être biaisé. Donc attention, le jugement peut être trompé de plusieurs façons. Et qui plus est, lorsque votre propre intérêt personnel est en jeu, je dirais que le risque de se tromper est encore plus grand. On reprend d'ailleurs dans l'enregistrement de cours un biais que nous avons déjà vu, le biais d'optimisme. Hein, le biais d'optimisme, c'est quoi? C'est lorsque le sujet se juge moins exposé à la plupart des risques qu'il reconnaît pourtant à autrui. Hein, comme vous en ce moment. Hein, vous vous sentez moins exposé à la plupart des risques que je vous ai expliqués et que vous reconnaissez pour autrui. Hein, dans les dernières minutes, là, vous m'écoutez. Puis, je vous ai expliqué le risque associé au conflit d'intérêts. Puis, gageons que vous avez rapidement consenti là, que c'est vrai que le jugement des personnes en conflit d'intérêts est à risque, puis peut être biaisé, mais gageons aussi que vous vous sentez à tort, vous vous sentez à l'abri de ce risque. Hein, donc, attention, vous aussi, vous êtes à risque. Et ma présentation, je dirais, la présentation que j'ai faite en classe et la présentation que je vous fais en ce moment dans ce podcast, c'est de vous mettre notamment à l'abri de ce biais d'optimisme en vous révélant ce biais. Et en souhaitant que, en vous révélant ce biais, je vous mette à l'abri un peu plus de ce biais. Et on verra dans quelques années
si tout ça a fonctionné. Dans le cours, je parlais aussi d'un autre biais, le biais de la tâche aveugle. Celui-là, c'est peut-être encore un peu plus méta. C'est notre tendance à ignorer des biais cognitifs. Hein, je le dis encore, là, notre jugement peut être influencé par toutes sortes de biais et nous avons tendance à ignorer nos propres biais cognitifs à l'œuvre dans l'exercice de notre jugement. Et cela, même si je vous l'explique et réexplique et je vous fais lire l'ensemble des biais cognitifs, on a tendance à reconnaître ces biais cognitifs-là. On a tendance à reconnaître que ces biais-là peuvent influencer le jugement des autres, mais ne peuvent pas vraiment influencer notre propre jugement. Donc attention, là. Vous, oui aussi, même vous, vous avez tendance à ignorer vos propres biais cognitifs à l'œuvre dans l'exercice de votre jugement, dans la prise de décision. Et maintenant, vous en connaissez l'existence, mais vous refusez d'accepter que ces biais vous influencent aussi. J'espère que non. En même temps, même si c'est-à-dire que si je vous démontre que en situation de conflit d'intérêts, votre décision et votre jugement risquent d'être biaisés, vous risquez d'ignorer votre propre biais à l'œuvre, notamment parce que vous êtes personnellement impliqué. Donc, j'espère que vous comprenez tout ça. Donc, le conflit d'intérêts. C'est le thème. Facile de voir le problème chez les autres. Difficile de reconnaître le problème lorsqu'on est personnellement impliqué. Difficile d'agir, surtout lorsque nous sommes personnellement impliqués. Nous avons tendance à protéger nos propres intérêts personnels, parfois au détriment des intérêts des autres, y compris les intérêts promus par votre profession. Puis je les rappelle, pour être sûr de bien marquer le coup, la protection du public, la paix sociale, la santé, la sécurité publique. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que vous posiez un geste d'une extraordinairement grande générosité, sacrifier votre propre intérêt personnel, poser ce geste extrêmement difficile, peut-être contre-intuitif, sacrifier son propre intérêt personnel. Cela dit, certaines questions importantes dépassent votre propre pouvoir individuel. Les questions, les interventions organisationnelles, c'est toujours, ultimement, il faut aussi poser ce genre de questions. Individuellement, reconnaître vos propres biais, failles, mais aussi collectivement. Que peuvent faire nos institutions, nos organisations pour créer un contexte de travail dans lequel ce sacrifice est possible? On vous demande de sacrifier votre propre intérêt personnel, mais il faut s'assurer de créer le contexte de travail, les milieux de travail où ce serait peut-être moins tentant de privilégier vos propres intérêts personnels. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que si on vous donne un meilleur salaire, des normes, des règles, des sanctions, est-ce qu'on doit sensibiliser, prévenir, éduquer, surveiller, tout ça pour que vous soyez plus capable de sacrifier votre intérêt personnel? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous aider à poser ce geste super héroïque? De quels outils avez-vous besoin? De quel contexte de travail avez-vous besoin pour être capable de gérer prudemment ce genre de problème? Voilà, ce sont les thèmes au programme dans ce module 9. À la fin de ce module, si vous passez à travers l'enregistrement de cours, très certainement, mais je dirais avec ce podcast, vous allez explorer les parties que j'ai ciblées un peu dans ce podcast. Donc, si vous sautez un peu dans les enregistrements de cours pour explorer davantage certaines parties de la définition, des illustrations, si vous allez voir des pistes de gestion, à la fin de ce module, les 3 objectifs de ce module sont relativement simples. Définir la notion de conflit d'intérêts, donc avoir une définition claire en tête. Reconnaître des situations. Donc, si je vous dépeins une situation, êtes-vous capable de reconnaître qu'il s'agit d'un conflit d'intérêts et pour quelles raisons? Puis, ultimement, être capable de proposer, 3e objectif, des solutions de gestion
en proposant les actions appropriées si jamais vous vous retrouvez en situation de conflit d'intérêts. C'est tout pour le module 9. Je vous souhaite une excellente semaine. On ne lâche pas. Le printemps, tranquillement, je suis allé entailler les érables ce week-end. Ça s'en vient. Plus que quelques semaines de travail dans votre TP2 et ultimement, l'examen final s'en vient. Donc, allez, encore une fois, là, si je peux vous aider avec les TP2, faites-moi signe. Sinon, faites signe à mon auxiliaire, Janie. C'est tout pour cette semaine. Au revoir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Allez, à mardi prochain. Bye bye. L'indice cette semaine, pour bien réussir cet indice, vous devez me mentionner un des deux. J'ai mentionné deux personnes qui se sont fait prendre en matière de conflit d'intérêts. C'est deux extraits que j'ai passés en classe, mais j'ai mentionné les deux noms pendant ce podcast. Donc, deux malcommodes qui se sont fait prendre à accepter plein de cadeaux malgré toutes sortes de mesures de prudence qu'on essaie de mettre autour d'eux. Rien n'y fait. Donc, deux personnes, je veux le nom de ces deux personnes, sinon une des deux personnes, si ça pourrait faire. Allez, bye bye.